Si, comme vient de nous le dire Thomas, la communication est devenue un fil tendu au-dessus du vide. Alors la question est, vaut-il mieux prendre la parole et courir le risque ou se taire, quitte à rester un peu trop discret? À vous de nous le dire, chers invités. Alors pour ou contre cette affirmation, communiquer est devenu plus risqué que de se taire? D'abord, tout le monde me dit s'il est pour ou contre, et ensuite, bien sûr, vous pourrez argumenter. Bettina? Je vais dire pour. Thomas? Moi, je suis contre cette affirmation. Je pense que la communication est utile. Contre également. Eh bien, je serai pour soutenir Bettina dans cette âpre bataille. Très bien. Eh bien, Bettina, alors, vous pouvez développer. Oui, je vais développer. En fait, je pense que aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait quelque chose de bien, c'est considéré comme normal. Je veux dire, il y a plus de coûts à prendre que de bénéfices, dans le sens où une entreprise qui se dit « je traite bien mes salariés, je fais attention à mon bilan carbone, etc. », il y a un peu un effet encore heureux. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de points à gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de risques, effectivement, de bad buzz, d'accusations de greenwashing, parce que la défiance est tellement importante. Je vais un petit peu nuancer, parce que malgré tout, même si je suis pour cette affirmation, je pense que la communication reste essentielle, parce que c'est pas, comme tu le disais, juste une déclaration, on n'est pas juste en mode vitrine de ce qu'on fait de bien. Oui. L'intérêt de communiquer, c'est aussi s'exposer à la critique, et donc c'est un outil de transformation hyper puissant pour les entreprises et les marques, et je pense qu'on va en parler un petit peu pendant cette émission. Thomas? On dit souvent que l'absence de communication, c'est ce qui détruit les relations d'amour. Et en fait, une marque, elle veut créer une relation d'amour avec ses produits, avec ses consommateurs, de la même façon que les consommateurs aiment des marques. Voilà. Et donc, pour séduire ou pour fidéliser, moi, je pense qu'il faut communiquer. Il faut expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on est, et peut-être parler de ses défauts aussi, et de ses points améliorés. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec nos clients. C'est-à-dire, on leur dit, tiens, si on fait un manifeste, on va expliquer toute la force, toute l'ambition qu'il y a dans la stratégie de l'entreprise, sur les sujets RSE, etc. Mais c'est pas mal de glisser un ou deux points, quand même, sur lesquels on peut progresser. Parce que personne n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite, aucune personne n'est parfaite. Donc, moi, je pense qu'il faut communiquer, que ça fait partie de la relation qu'on doit entretenir avec ses consommateurs. Voilà. Et aujourd'hui, les entreprises communiquent avec des outils classiques type rapport RSE, campagne. Nous, on s'aperçoit qu'on fait un peu plus de rapport RSE que d'habitude et un peu plus de com interne que de communication externe. Mais parfois, il y en a certaines entreprises, quelques mois après l'élection qui s'est passée aux États-Unis, dont on ne parlera pas, le mot est interdit. Il y a une entreprise internationale présente aux États-Unis, un grand groupe d'assurance, qui nous a dit, moi, je veux faire une campagne interne pour expliquer que la diversité, c'est quelque chose d'important chez nous, qu'on lutte contre les discriminations, qu'on ne doit pas discriminer une personne parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est d'une couleur différente de son voisin, Oui, qui etc. par réaction s'est positionné encore plus fort. Voilà, et c'est assez courageux. Okay. Et voilà, et en fait, c'est sa réalité. Cette entreprise d'assurance, elle aime la diversité, et donc elle a voulu l'exprimer. Donc aujourd'hui, il faut continuer à parler pour exister, parce que comme le disait Thomas dans son édito, si on devient silencieux, quelqu'un d'autre va parler, soit c'est un concurrent, soit c'est un bad buzz. Donc voilà, il faut que l'entreprise maîtrise sa communication. Alors ça peut être un good buzz aussi. Thomas a raison de parler de com interne. Je pense que la question là, elle était plutôt orientée sur des coms externes et grand public, où évidemment ça appelle une réponse différente. Peut-être ce qui va dans le sens du pour sur cette question-là, c'est que en réalité, la façon de faire de la com corporate notamment, en fait, a beaucoup évolué. Et ne pas communiquer frontalement avec le grand public, ça peut néanmoins passer par d'autres mécaniques, et notamment aujourd'hui par ces influenceurs. Ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, dans une ère où il faut incarner au maximum, vont se faire le relais naturel, je dirais, des produits, parfois parce que c'est des contrats aussi qui sont assignés avec eux, parfois sans même que ce soit le cas. On a des marques qui marchent très bien, qui se développent très fort, sans aucune communication telle qu'on l'entend historiquement. Un exemple en France qui est assez récurrent, c'est Veja, qui ne fait quasiment aucune pub, et pourtant les ventes ont explosé ces 5 dernières années sans aucune campagne. Donc ça montre qu'on peut quand même... Ils ont recours à des influenceurs Alors je connais pas le détail de leur... Mais ce que je veux dire, c'est que des campagnes de com grand public telles que ça s'est toujours fait, ils n'en font pas, et pour autant leur marque marche très bien. Et donc on peut aussi adresser des messages soit indirectement, soit ne pas chercher à les adresser, parce que les consommateurs de la marque, qui seront très heureux d'en faire la promotion,
promos eux-mêmes le feront à la place de l'entreprise, fait que finalement, dans ces cas-là, communiquer, c'est peut-être devenu plus risqué que de ne rien faire et de laisser la valeur ajoutée du produit que l'on offre faire le boulot. Et ce que Veja fait en plus, c'est qu'ils expliquent que dans une paire de Stan Smith, il y a 66% du prix qui est de la publicité. Donc on achète une basket pour sa marque, et Stan Smith, un Parisien sur deux a des Stan Smith. Alors le Parisien n'est pas forcément une référence, mais voilà, il faut savoir. Et donc du coup, Veja explique que eux, cet argent-là, ils le mettent dans la qualité. Ils refusent de communiquer, évidemment avec des influenceurs en pub, etc. Après, ils ont un CRM, ils discutent avec leurs clients. Bien sûr. Et il faut savoir que, alors c'est une étude un peu vieille, mais en l'occurrence Sébastien Kopp, le fondateur de Veja, m'avait dit il y a 5-6 ans que 80% des primo-acheteurs ne savaient pas que c'était une marque engagée. Et en fait, ils l'achètent parce qu'elle est cool. C'est mon critère pour acheter une paire de baskets. Je veux qu'elle soit cool, je l'achète. Et c'est ensuite, le samedi soir, quand on va dîner chez des potes, que quelqu'un te dit « Ah, t'as des Veja, t'es bien un écolo, un bobo parisien, etc. » Et là, tu découvres la marque et tu dis waouh, j'ai acheté une marque engagée, je suis hyper fier, et du coup il y a un niveau de fidélisation qui est beaucoup plus fort. Finalement, Thomas est pour l'affirmation. On a réussi à le faire basculer. Et Caroline, la pauvre, n'a pas pu argumenter. En fait, c'est parce que du coup, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Comme le soulignait Thomas, la communication extérieure est une grande part, mais si on coupe demain la communication extérieure, il y a plein d'autres moyens de communiquer. Les sites internet des marques, Veja pour citer eux, c'est leur moyen principal de communiquer, c'est leur vitrine, etc. L'influence dont tu parlais a explosé ces derniers temps. Normalement, quand même, il y a un contrat entre l'influenceur et la marque, sinon il y a un problème et juridiquement, ce n'est pas bon. Il y a quand même aussi beaucoup de soucis avec les influenceurs qui mettent en avant des... il y a un certificat désormais. Alors, désormais, il y a un certificat, je vois que vous connaissez bien, de l'influence responsable délivré par la RPP, qui est notre autorégulation. Et on connaît un peu les critères, juste alors, je ne sais plus en tête, mais en tout cas, c'est un certificat pour apprendre à, entre guillemets, suivre les règles de notre autorégulation et donc faire en sorte de ne pas induire en erreur les consommateurs quand, justement, dire j'ai un partenariat avec cette marque et l'officialiser. Essayer peut-être d'éviter de pousser à la surconsommation en mettant, je sais pas, un dressing avec 15 millions de Veja et pas une seule paire. Et donc, c'est des cadrages qui existent déjà dans l'autorégulation publicitaires et donc du coup qui sont nos règles du quotidien. Donc moi, pour rebondir sur cette affirmation et faire basculer la table, et faire carrément basculer la table, non, moi je suis contre, mais aussi pour revenir aux fondamentaux en fait de la communication, ce que vous évoquiez un petit peu Thomas, c'est qu'en fait ne pas communiquer, en fait il y a de la communication partout. La communication, c'est pas que de la publicité, c'est vraiment n'importe quel discuter, c'est de la communication. Enfin, tout est communication, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte dans nos économies que quand ça va pas très bien, ce qui est un peu le cas quand même depuis quelques mois en France et même mondialement, en général, le premier budget qui est coupé par les entreprises, parce que c'est assez facile en fait, c'est la communication. Et donc c'est ce qu'on voit. Pardon ? Et l'impact. Ceux qui font la com de l'impact, c'est en ligne. On bien choisi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais donc du coup, voilà, c'est le premier budget qui est coupé. Donc quand on travaille dans la communication, on a remarqué, nous, depuis plus d'1 an quand même, qu'en effet, ça avait bien diminué. Et en plus, là, pour parler de nos sujets, quand on a décidé de diminuer son budget de communication et qu'on doit faire le choix des sujets sur lesquels on veut communiquer, quand il y a potentiellement l'impression qu'il y a un backlash sur tous nos engagements RSE et tous les sujets, qu'est-ce qu'on va couper en premier ? C'est vraiment ces sujets-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une tendance qui est en train d'augmenter et d'exploser depuis 1 an et demi, qui est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'en fait, des entreprises qui ont des choses à dire vérifiables, justes, légitimes sur des engagements RSE, se taisent délibérément. Se taisent désormais délibérément parce qu'elles ont dû faire un choix au niveau de la com et qu'elles ont l'impression que si elles mettent en avant ces engagements alors qu'ils sont justifiés, vérifiables, et Thomas en parlait dans son édito, aujourd'hui c'est incontournable de toute façon, c'est un vrai plus pour elles. Et ce sont des entreprises qui en plus reconnaissent, j'ai en tête une étude qui avait fait tout un sujet sur le greenwashing auprès de 12 pays, qui disent que 44% elles ont diminué en fait leur communication sur les engagements climatiques qu'elles avaient, et alors que pour autant,
parallèlement, elles savaient à plus de 90% que ça contribuait à leur commerce et à leur succès commercial. Donc on a un vrai sujet de greenwashing, et là où ça devient compliqué, et donc c'est ce qu'on remarque en France comme ailleurs, c'est que du coup, ce qui est facile à faire après, c'est l'amalgame en se disant, bah tiens, il n'y a plus de communication, donc les entreprises ne font plus, donc ça n'est plus un sujet. Et ce qui est complètement faux. Non seulement ça reste un sujet pour les citoyens, ils sont plus de quasi 90% dans le monde à dire, nous on veut encore plus d'actions fortes pour lutter contre le climat, et on veut que les entreprises s'engagent. Et c'est faux pour les entreprises, parce que si on regarde, en fait, elles ont continué, en effet, à investir sur ces sujets à partir du moment où on a commencé à changer un business au prisme de la transition environnementale. On ne va pas s'arrêter, tout ça parce que il y a quelqu'un aux États-Unis qui dit que c'est plus un sujet. On continue, surtout quand ça devient un succès commercial derrière. Donc voilà, donc pour finir et pour conclure, en plus, de par les années précédentes et des crises économiques précédentes, en plus, on sait que ceux qui continuent à communiquer pendant ces périodes sont ceux qui, en général, s'en sortent le mieux. Parce qu'en fait, ils restent dans l'esprit des gens. Et ils repartent plus vite. Ils repartent plus vite. Ils continuent à répondre aux attentes, en fait, aussi des consommateurs. Bettina, je saisis la perche. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du greenwashing chez Doctolib ? Non, je pense pas. En tout cas, c'est pas une intention, une stratégie. C'est vrai que nous, on a... C'est un choix assumé. Pas subi. C'est un fait. En fait, c'est vrai que Doctolib a très très peu, voire pas de communication grand public. Je pense que c'est d'abord le résultat du fait qu'on a une notoriété naturelle qui est vraiment liée à l'usage. Bon, voilà, c'est du pain béni pour nous, c'est une notoriété organique et c'est génial. Et ça, c'est le résultat du fait qu'on a des produits qui parlent pour nous. Et que les sujets, quand même, sont sensibles. On parle de santé, de données personnelles. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est pas pour ça que les gens nous connaissent. Les gens nous connaissent parce qu'ils utilisent Doctolib tous les jours pour gérer leur santé. Non, mais le fait de ne pas communiquer. Oui, non, encore une fois, c'est pas tellement qu'on a envie d'être discret, c'est juste qu'on est vraiment concentré sur le fait de construire le meilleur produit possible pour avoir un usage massif et par ce biais-là être connu. Mais donc, ce que ça m'inspire comme remarque, et ça relie à ce que vous disiez sur le fait que la communication est partout, c'est que je pense que la communication ne doit pas être un monologue, jamais. Et donc, nous, on est très attachés chez Doctolib à faire en sorte que ce soit pas juste de la communication descendante, mais vraiment de l'écoute. Oui. Et c'est pas juste parce qu'on a envie d'être bien et avoir une morale, etc. C'est si on n'arrive pas à écouter nos utilisateurs, à comprendre le besoin du parent qui s'occupe de son enfant, de l'adulte qui s'occupe de son père, de sa santé, etc., on sera totalement obsolète et plus personne parlera de nous. Donc on se concentre vraiment sur mettre l'utilisateur au cœur d'absolument tout ce qu'on fait, à commencer par le produit. Et je pense que c'est là que se joue la communication responsable pour nous, bien plus que dans des campagnes grand public, des prises de parole corporate, etc. Oui. Communication responsable, la responsabilité, ça vient en latin de respondere, qui est de répondre. Il y en a qui ont fait leur devoir. On sent qu'il y a du taf. Non, ça doit être un peu l'expérience. En plateau. J'ai fait beaucoup de latin et beaucoup de grec, ce qui m'est pas du tout utile aujourd'hui, mais c'est des bons souvenirs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, l'entreprise répond. La com RSE, la com responsable, c'est une réponse à toutes les questions qui sont posées. Voilà, il y a des pressions qui sont exercées, mais c'est une bonne strat RSE, moi ce que je dis souvent, une bonne strat RSE, c'est des réponses à toutes les questions. Voilà. Oui, est-ce qu'il pose le... Pardon, donc du coup, en fait, évidemment que c'est pas un monologue, ça peut pas être l'entreprise qui communique sans écouter, et c'est justement ce principe qui est plus intéressant, c'est vous écoutez votre audience et vous leur apportez des réponses, des produits, des services. Et il y a aussi un enjeu, bon, je pense qu'on va en parler largement, mais de disponibilité de l'information et de transparence. Vous parliez de Veja tout à l'heure. L'idée, c'est d'être transparent sur la composition de leurs produits, sur les modes de fabrication divers et variés liés à tout ce qu'ils font. Il faut que cette information soit juste, vérifiable, disponibles sur leur site, mais pas forcément qu'ils communiquent proactivement. Je parle de Veja, on peut parler de n'importe quoi d'autre, mais je pense vraiment qu'en RSE, et c'est le principe que nous, on s'applique, on va pas forcément courir les plateaux télé, d'ailleurs je pense que ça n'intéresserait pas grand monde pour raconter ce qu'on fait. En revanche, on a une discipline très stricte sur l'information qu'on rend disponible pour s'assurer qu'elle soit vérifiable, opposable, etc. Est-ce que vous avez des exemples de campagnes où une entreprise aurait mieux fait de se taire ? Tous les cas de greenwashing et dans le greenwashing, moi je pourrais parler en fait de toutes les entreprises qui communiquent en disant je suis responsable et en fait elles ignorent le problème majeur.
NGE, qui est l'entreprise qui fait l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, nous avait appelé pour faire une campagne pour dire on est un employeur responsable parce qu'ils avaient du mal à recruter des ingénieurs. Et en fait, ils étaient prêts à parler de tous les sujets pour dire qu'ils étaient responsables, sauf évidemment de la 69 qui est très polémique, détestée par les Tarnais, etc. Et ça, c'est fréquent. Il y a une sorte d'aveuglement. D'autres exemples de marques dans les yaourts, des gens qui étaient prêts à parler de plein de choses, alors qu'on sait très bien que cette entreprise paye très peu le litre de lait qu'elle va aller chercher chez les éleveurs de vaches laitières. J'ai en tête un cas, entre guillemets, historique, qui a d'ailleurs peut-être été une des premières campagnes de greenwash, où on met le greenwashing dessus. C'est Le Chat, donc la lessive, qui avait fait une campagne d'affichage donc il y a un certain nombre d'années maintenant, et qui en gros, alors j'ai plus les mots exacts, mais disait que sa lessive était bien pour l'environnement et tout ça, avait créé un label créé par la marque, j'en passe. Et donc là, c'était fait quand même bien rattraper. Alors il n'y avait pas autant les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, parce que c'était il y a plus de 10 ans facile, voire même peut-être 20, mais c'était quand même fait rattraper entre guillemets par la patrouille. Et en fait, là où ça a été formidable, d'une certaine manière, c'est que en fait, ils se sont remis en question et ils ont retravaillé leurs produits, leurs formules, leur communication. Ils ont fait en sorte d'être certifiés par des labels et des certifications officielles, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette marque de lessive communique sur des engagements qui sont vrais, vérifiables, transparents et tout ça, comme vous venez de le dire. Oui. Et donc, ça a été une manière de progresser. Et il y a le cas de McDo aussi, avec la journée de la femme. Alors, il y a le cas de McDo. Là, on n'est pas sur du greenwashing, mais du comment on appelle ça alors voilà. Redorage de blason, washing. Alors, on a plein de washing. Femwashing existe. On a plein. Femwashing du existe. purple washing, on a tout ce qu'on veut. Du rainbow washing, quand tu es trop LGBT, alors que tu ne l'es pas. Ok. Et donc, en effet, il y a quelques années, ils avaient, dans le cadre de la journée du 8 mars, fait en sorte que sur certains des restaurants, enfin, en tout cas, c'était en communication, ils avaient inversé le M, et ils l'avaient renversé pour en faire un W, en l'honneur des droits de la journée des droits des femmes. Et en fait, là, il y avait eu pas mal de consommateurs, mais aussi d'associations qui avaient dit quand même, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si on regarde votre politique, notamment salariale, il n'y a pas une vraie égalité homme-femme. Et là aussi, ça a été en positif. C'est-à-dire que derrière, ils ont retravaillé leur politique interne par rapport à ça. Et aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs sur ces problématiques. C'est une moralité à chaque fois. C'est hyper intéressant. À la fin, derrière de oui, ça c'est une belle histoire. Premier employeur. Communiquer en étant, et c'est ce que vous disiez aussi dans votre édito, en étant juste par rapport à ce qu'on fait. Basé sur des preuves. Si on est basé sur des preuves, on ne peut pas nous reprocher. Et ne pas dire des choses qu'on n'a pas en interne. Donc là, ou ne pas communiquer sur un trop petit progrès, peut-être. Où l'arbre cache la forêt. Et si on dézoome un peu, est-ce que cette stratégie, si elle se généralise de greenwashing, elle peut avoir un vrai impact à terme sur la transition, si on se projette vraiment? S'il n'y a pas de communication et s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas de promesse, en fait, on s'arrête d'avancer. Et aujourd'hui... Donc s'il n'y a plus d'imaginaire, s'il n'y a plus de... Et en fait, aujourd'hui, les hommes de tous les temps, sur tous les continents, de toutes les cultures, ont eu besoin de se raconter des histoires. Et aujourd'hui, l'histoire majoritaire, c'est quand même l'histoire de la consommation. C'est-à-dire, on est une société de consommateurs. En sortir de la guerre, on était plutôt... Il y avait une culture paysanne, une culture ouvrière, une culture bourgeoise, catholique, musulmane, syndicale, etc. Et aujourd'hui, tout ça, ça a été un peu ratiboisé. Et aujourd'hui, on est sur une culture de la consommation. Et quand on discute avec des potes, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais aller faire des courses. Qu'est-ce que tu vas acheter ? Je sais pas, je vais bien trouver un truc à acheter. Donc on est dans cette course permanente. Et ça, effectivement, c'est les récits majoritaires des 30, 50 dernières années qui nous ont amenés dans ce collectif, dans cet imaginaire collectif-là. C'est au cinéma américain, le héros qui, au départ, est faible, petit, pauvre, etc., et qui va passer différentes étapes, et à la fin, mais qui aura une grosse voiture, une grosse maison, qui aura un avion, etc. Enfin bon, des histoires comme ça. C'est un peu, j'ai l'impression, beaucoup d'histoires du cinéma américain. Et la publicité, évidemment, est un des grands coupables de tout ça. Les médias, la culture, au sens large, et la publicité, on a participé à créer
un récit qui est un récit de consommateur. Et aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a des problèmes d'inclusion, ben en fait, il faut qu'on se regarde et qu'on se pose des questions en se disant quel est le prochain imaginaire qu'on va avoir, quel est l'imaginaire qu'on devrait avoir, et donc quels sont les récits. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut passer d'une société de biens à une société de liens. Il faut repartir sur autre chose qui génère vraiment le bonheur. Quand on pose la question de comparer deux personnes, une riche avec une grosse voiture, des marques, et une autre qui est pas riche, en fait, on se dit que c'est le premier qui est beaucoup plus heureux. On n'en sait rien. Voilà, donc... Une anecdote pour rebondir sur ce que vous dites. Je ne sais plus où c'était exactement, mais était posée la question à des personnes qui sont en fin de vie, quel a été ton plus grand bonheur ? Et en fait, le plus grand bonheur, c'est pas en effet d'avoir acheté la grosse voiture, la maison, d'avoir le chien et je ne sais quoi avec, c'est d'avoir passé du temps avec les siens. Et on est vraiment sur un switch en ce moment d'imaginaire autour du bonheur et de la possession. Alors ça va pas forcément assez vite, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez, si le greenwashing se généralise, on va avoir un vrai gros souci, parce que ça veut dire que les imaginaires qu'on essaye de construire aujourd'hui, les normes qu'on essaye de déplacer doucement mais sûrement, de passer c'est exactement ce que vous disiez, de normes où on consomme encore plus parce qu'on était dans un monde où il fallait produire plus et donc consommer plus, à aujourd'hui essayer de mieux choisir, de guider les gens vers des comportements plus responsables, des produits à moindre impact, etc. Si ces entreprises qui ont commencé ce switch et qui commencent à travailler, à communiquer sur ça, ne communiquent plus, le levier qu'est la communication et la publicité en particulier pour pouvoir toucher des millions de personnes d'une seule fois, on va s'en priver. Et donc, donc la communication a une vraie responsabilité. Bien entendu. Et surtout, elle peut avoir valeur d'opposabilité. C'est-à-dire, en plus de véhiculer des imaginaires, elle permet de rendre opposables des messages qui ont été passés, de permettre à des acteurs de vérifier que les promesses sont tenues. En matière de transition, un greenwashing généralisé, c'est beaucoup moins d'opposabilité. Heureusement aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des ONG qui restent sur le terrain pour voir si de grandes entreprises qui communiquent beaucoup moins parce qu'elles ont peur du risque continuent d'œuvrer quand même tel qu'elles devraient le faire selon des engagements qu'elles ont pu prendre, par exemple dans les stratégies de décarbonation. Sinon, honnêtement, la transition, elle n'est pas prête d'arriver. Ça, c'est absolument certain. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la communication, c'est pas que du côté des marques et des entreprises, c'est aussi du côté des ONG et des journalistes qui doivent faire le travail de tendre les micros continuellement aux entreprises, y compris celles qui ne communiquent pas, pour avoir des résultats, pour avoir des preuves, etc. Et d'ailleurs, je suis très surpris, je note très souvent que les grandes entreprises qui communiquent sur des objectifs zéro impact, zéro carbone, etc., ont un parterre de journalistes qui les écoutent et qui reprennent leur message, et plus personne pour vérifier en 2025 ou 2030, on verra bien, si les objectifs ont été atteints. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut être au rendez-vous pour s'assurer que ce qui est dit est réel, quoi. Il est temps de passer à notre débat.